Bonjour Manouya, aujourd'hui je reçois Simone Grand, grande auteure, et qui vient nous montrer son dernier bébé, puisque je parle de bébé puisqu'il s'agit de parenté. Oui, alors disons qu'en ce moment j'ai 74 ans. Et pour l'instant, je fais le point, je range, je trie. Et mon livre fait partie de ces choses, des connaissances que je range, que je trie. Il y en aura d'autres qui vont suivre. Le prochain, ce sera sur le Heiva. Et j'écris pour mes enfants. Et je pense que c'est bien d'en faire profiter tous les enfants de Tahiti. Les enfants et puis les parents, parce que moi, ça m'intéressait aussi. Oui, mais disons que, voilà, j'écris pour faire le point des choses que je sais, ou des choses qui m'interpellent, des choses que je ne comprends pas, et où je pose des questions. Si on me répond, c'est bien. Si on me répond pas, c'est pas grave. Et s'il y a des gens qui se fâchent, c'est pas grave aussi. Oh, ben ça, c'est accessoire. De toute façon, on entendra toujours plutôt les critiques négatives que les positives. Mais enfin, moi, je t'en donne une positive, puisque je parle pas franchement tahitien, mais ça m'a intéressé de savoir, par exemple, au départ, tu dis, tu as dans ces premiers chapitres, comment on nomme les membres de la famille. Voilà. Un peu partout, dans les archipels. Voilà, et dans le Pacifique. À Hawaï et en Maori. Voilà. Néo-zélandais, alors. C'est les Maori. Maori. De Nouvelle-Zélande. Donc, oui. Tu as fait des recherches, tu as demandé comment ça s'est passé? Disons que les mots me passionnent, parce que derrière un mot, il y a toute une culture qui se révèle. Et parlant de la culture polynésienne dans son ensemble, ça m'a intéressé de trouver les mots, aussi bien en tahitien, en me basant sur 3 dictionnaires et sur mes connaissances personnelles, sur le Paumotu avec le merveilleux dictionnaire de Stimson, en marquisien, en maori et en hawaïen. Et parce que nous sommes cousins, et de voir comment les choses se ressemblent ou tout à coup s'éloignent. C'est intéressant toujours de voir. Alors ce qui est intéressant aussi, c'est que tu n'hésites pas à tacler aussi quand il y a des mots qui sont inventés et qui n'ont aucun rapport. Par exemple, je pense au mot membre de la famille. Alors, j'ai bien ri parce que on pourrait se dire, oh là là, c'est un truc universitaire, ça va être barbant. Non, il y a du Simone Grand là, et clac, clac. Ça m'énerve, je vais le dire. Oui, non, mais disons Par exemple, membre de la famille, c'est un concept. Disons que c'est un concept tahitien, mais on n'a pas pris le mot tahitien pour le dire ama, parce que j'ai cherché dans les mots, par exemple, en Hawaï, on dit ama. C'est une branche. Et on a pris un mot grec, mélos, pour faire méro. Et alors pourquoi grec? Alors ça fait partie, autant j'apprécie énormément le travail de l'Académie tahitienne, mais il y a des moments, je trouve qu'ils pédalent à côté du vélo, il y a des choses qui sont complètement hasvan, qui sont complètement ahurissantes. Oui, c'est là qu'on a appris que par exemple le vagin était un membre. Ah oui, là... il va falloir que je regarde. J'ai regardé au dictionnaire aussi bien en ligne sur Internet, parce que maintenant ça a été mis sur Internet grâce à comment il s'appelle ce charmant jeune homme Vernaudon. Et c'est sûr, on dirait que quelquefois les membres de l'Académie ne réfléchissent pas à ce qu'ils ont écrit. Parce qu'on dirait que c'est un peu bigot aussi. Ah là, disons que moi je trouve il y a des moments où ils trahissent. Parce que quand ils trahissent la pensée polynésienne, ils trahissent la culture. Ça devient sale. Alors que sans le sexe, on n'existerait pas. Bah non, sinon on serait pas là. Oui, on n'existerait pas, ce n'est pas sale du tout. Ça fait partie de la vie. Oui. C'est quelque chose qui est extrêmement précieux. C'est quelque chose qui est beau, bien sûr. Même pour manger, on peut être sale quand on mange. Ou dans les paroles. Quels que soient les gestes de la vie, quels que soient les événements de la vie, ça peut être propre ou ça peut être sale. C'est à nous qui le rendons propre ou sale. Mais de prendre le parti pris que tout ce qui est autour du sexe est sale, c'est pas polynésien comme pensée. Je dirais même pas que c'est chrétien, mais disons que c'est le christianisme du 19e siècle, pudibond et hypocrite. Les jésuites, etc. Et puis les pasteurs protestants, ils étaient extrêmement hypocrites et pudibonds. Pourtant, ils en ont fait des gosses, hein. Ils en ont fait des gosses. Les mots de la sexualité. Or, quelque part, si on parle j'espère aussi réveiller certaines personnes aussi en disant que
Si, il faut arrêter de faire les oreros où on insulte tout le monde, où on les traite de traîtres, de trahir la langue, etc. La langue, c'est fait pour célébrer, c'est fait pour rigoler, c'est fait pour pleurer, c'est fait pour prier, c'est pour chanter, c'est pour dire des bêtises, c'est pour dire des grossièretés, c'est pour dire des choses sublimes. La langue, elle sert à tout cela. Et vouloir la cantonner dans le monde pudibond, hypocrite, prêchi-prêcha, c'est une trahison de la langue, de la culture et de la vie. Mais moi, c'est ce qui m'a marqué dans ton ouvrage, justement, c'est arrêter de mettre des barrières et d'être aussi pudibond et d'enfermer dans un intégrisme. Moi, ça m'a toujours fait penser un peu à l'intégrisme de la langue, la querelle des anciens et des modernes qui avait lieu aussi en France à l'époque, dans les même 1600, 1700. Mais faut arrêter. La langue, elle est vivante. La langue est vivante. Et ce que je reproche à l'Académie, pour certains aspects, elle semblerait en faire une langue biblique. Complètement, parce que c'est toujours des références à la Bible. C'est une trahison de la culture. Et quelque part, ça fabrique des intégrismes. C'est une fabrique d'intégrisme parce que en même temps, c'est quelque chose d'hypocrite. Parce que c'est réfère à la traduction qui a été faite. Et donc, à chaque fois, ce sont des exemples pris dans la Bible. Oui, mais c'est pas. Il y a très souvent en tahitien, on parle de réotypé, c'est-à-dire de langue, disons presque typée. C'est presque péjoratif pour dire que c'est la langue de quelqu'un d'autre. Mais ça, c'est la langue de quelqu'un d'autre. Bah, on ne s'y reconnaît pas. Non, c'est pas la langue tahitienne. Et de prendre systématiquement des références grecques, et puis en même temps quelquefois de l'hébreu, mais c'est ridicule. Du latin, c'est-à-dire que ça devient très religieux. Or, on voit l'emprise des missionnaires, pourtant des années et des années après. Ça fait 200 ans plus tard, ils n'ont pas fini de faire. Leur malédiction n'a pas été levée, parce que je pense qu'ils ont lancé une malédiction sur ce peuple, et cette malédiction n'est pas encore levée. Alors, est-ce qu'il faut continuer à fêter le 5 mars? D'abord, c'est pas le 5 mars, c'est le 4. Voilà, d'une manière, ça fait un jour de congé, on va dire ça comme ça. Disons, c'est égal. C'est égal s'ils ont envie de le fêter, ils le fêtent, mais il faut savoir que c'est pas le jour de l'arrivée de l'Évangile. L'Évangile est arrivé bien avant, en Marquise, et il est arrivé vers les 1770 à la presqu'île. Donc c'est quelque part un mensonge. C'est ça quelque part que je regrette un petit peu. Mais enfin, disons qu'il y a des mensonges officiels qu'on finit par avaler. Mais il faut pas essayer de nous faire croire que c'est la vérité. Il faut reconnaître qu'on a menti, comme le Père Noël. Et on a menti aussi sur la notion qui m'a interpellée, c'est la notion d'infanticide que tu développes. Oui. En disant c'est pas que les affreux tahitiens qui faisaient ça. Non. C'est de tout temps, dans toutes les civilisations. Dans toutes les sociétés, dans toutes les cultures, l'infanticide a existé et existe encore. C'est quelque chose qui a déploré. Ça n'excuse pas les Tahitiens de le faire, mais lorsqu'on réfléchit, ne serait-ce qu'aux mots et ne serait-ce qu'à l'histoire, on se rend compte que, et si on étudie encore des peuples d'aujourd'hui qui vivent dans des conditions rurales bien précises, on s'aperçoit que l'infanticide est le recours ultime, mais il reste le recours et pourtant, ces gens-là ne sont pas des dégénérés, ne sont pas des dénaturés. Non, parce que tu donnes l'exemple des Kung. Oui. Qui étaient des chasseurs-cueilleurs. Ils existent, ils sont toujours. Et que quand ils peuvent pas nourrir leurs enfants, au détriment de ceux qui sont en train déjà d'exister, eh bien, ils sacrifient un enfant. Donc, c'est déplorable, d'accord, mais c'est les conditions économiques. Ils ne le font pas de gaieté de joie. Je pense pas. Ils ne font pas de gaieté de cœur. Et en même temps, disons que ici, comme dans ce pays d'Afrique, c'est dans le Kalahari, où c'est que cette peuplade existe toujours, où il lui arrive de sacrifier son enfant, c'est quand l'enfant qu'elle a n'a pas fini de téter. Elle peut pas nourrir 2 enfants. Et il n'y a pas de vache, il n'y a pas de chèvres qui peuvent nourrir, c'est les laits de lionne. Allez chercher le lait d'une lionne pour nourrir votre enfant. Voilà. Voilà, donc c'est quelquefois la vie accule des personnes dans des situations, mais pour autant, cela ne donne le droit à personne de leur jeter la pierre. Oui, parce que tu donnes l'exemple aussi des grandes bourgeoises qui donnaient leurs enfants, qui les abandonnaient aux nourrices. Tout à fait.
et qui étaient donc, il y avait possibilité de les nourrir, mais elles, c'était par, disons, paresse, par confort, par confort, ou par tradition aussi. Par tradition. On n'élève pas ses enfants quand on est de la haute. Oui, et puis, mais en fait, on ne les élève pas vraiment. Après, ça m'étonne pas que l'Europe ait connu les horreurs qu'ont été la guerre de 14-18. Souvent, je pense à cette guerre parce qu'il y a eu des commémorations. J'ai relu des récits. Je dis, mais comment des gens qui se prétendent civilisés ont-ils pu massacrer à ce point leurs propres enfants? Parce que ce sont leurs propres enfants qu'ils ont sacrifiés. Oui. C'était pas sur des marais. C'était dans les tranchées. Mais c'est pire que les marais. Parce que sur les marais, on ne sacrifie des gens qui avaient été tués sans qu'ils s'en rendent compte. Tandis que dans la guerre de 14-18, mais c'est quelque chose d'effrayant ce qui s'est passé. On les a envoyés. Et pourtant, ils partaient la fleur au fusil. Mais de toute façon, dans toutes les guerres, je pense que les mères sont toujours contre la guerre. On n'envoie jamais ses enfants de gaieté de cœur. Mais je pense que ce sont les enfants des personnes qui n'ont pas élevé leurs enfants, qui n'ont pas eu la possibilité de leurs propres enfants, et puis qui se sont permis d'aller faire la leçon aux gens tout autour de la terre, d'aller faire la morale à tout le monde, alors que chez eux, ils se sont très mal occupés de leurs enfants, puisque leurs enfants, ceux qui détenaient le pouvoir, c'était des hommes, ils sont partis dans des guerres horribles, où ils ont sacrifié leurs propres enfants. Oui, ça continue un petit peu aussi. Ça continue, mais je trouve que l'Europe, elle est beaucoup plus intelligente aujourd'hui. Ah parce qu'ils sont ensemble, c'est pour ça qu'il faut continuer à se rassembler. C'est bien. Je pense qu'il n'y a aucune culture, il n'y a aucune société qui peut jeter la pierre à une autre. Tout ce que l'on peut dire, c'est que il faut faire tous ces efforts pour arrêter le massacre. Pour arrêter que des innocents payent. Et en même temps que des mères sont obligées de sacrifier leurs enfants. Et donc après cette sortie sur l'infanticide, quelle serait ta conclusion sur les mythes? Par exemple, tu nous dises les mythes, le Panthéon, le premier homme et la première femme. On retrouve toujours aussi ces mythes parce que tout le monde s'interroge. Comment sommes-nous venus là? Il y a la réponse avec la religion, mais avec les religions, et chacun a sa religion. Oui, et quelque part, ce que l'on peut constater, c'est que presque toutes les religions renvoient toujours à un homme et une femme. C'est le début, c'est le commencement. C'est le commencement du monde. Et en même temps, chaque société, pour pouvoir organiser sa société, fait en sorte qu'ils aient Ti et Hina. Ailleurs, ils s'appelleront autrement. Mais qu'importe, c'est toujours un homme et une femme, et puis petit à petit, ils sortent de la nécessité pour entrer dans une société, pour élaborer une société organisée, et où il y a des rituels, et où chacun prend soin les uns des autres, sauf qu'à certains moments de leur histoire, il peut y avoir des périodes de manque, de famine, de détresse, et à ce moment-là, on voit des choses qui font un peu peur quand on sait que ça s'est produit. Mais aujourd'hui, l'être humain était le même au commencement du monde. Il est le même aujourd'hui, il n'a pas changé. Voilà, on a plus de savoir scientifique, mais les sentiments sont les mêmes. Notre humanité est toujours la même. Nous ne sommes pas plus intelligents que nos ancêtres. Non, mais on en sait plus. Différence. On en sait plus. Voilà, on est plus instruit. Sur certaines choses. On est plus instruit sur tout ce qui est scientifique. En revanche, on serait bien embêté pour aller survivre dans le désert du Kalahari. C'est-à-dire que vis-à-vis de comment on s'intégrait à la nature, aujourd'hui, on serait, si on supprime toutes les fabrications, on se retrouve dans la nature très démunis. On appelle. Allô? Ah, dommage, il n'y a plus de réseau. C'est vrai que... Non, et c'est un petit livre qui contient beaucoup de choses. Donc c'est pour des étudiants, pour des lecteurs comme moi, pas forcément au fait de la langue tahitienne et des coutumes, mais c'est intéressant. Tout à fait. Et en même temps, lorsqu'on parle de solidarité, lorsqu'on parle de venir, il y a des personnes qui justifient leur liberté en disant j'ai le droit de faire ce que je veux. Dans la société ancienne, on n'avait pas le droit de faire ce qu'on voulait parce que quand on est en difficulté, on a toujours besoin des autres. Donc on doit suivre la loi commune pour que les autres ne soient pas obligés de te porter. Parce que si tu ne prends pas soin de toi, ils ne prendront pas soin de toi. Parce que la vie, c'est un partage. L'histoire du don, du contre-don.
et prendre... Alors dis-moi un peu, est-ce qu'il y a une dédicace de prévue? Ben, pas pour l'instant. Pas pour l'instant, parce que pour l'instant, je n'ai pas beaucoup de livres. Pour l'instant, j'en ai que 40. Puis, il m'en reste plus qu'une vingtaine. J'en recevrai 60 peut-être dans une semaine ou deux. Et puis, j'en aurai 40 à nouveau. Disons, quand j'aurai à peu près une centaine, c'est là que je ferai une dédicace. Mais pas pour l'instant. Sinon, on le trouve en librairie déjà? On le trouve en librairie. Dans les bonnes librairies, on va dire. Voilà. Les autres, tant pis pour elles. Simone, je te remercie. Merci beaucoup, Martine. C'est moi qui te remercie.